Alors, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Les cours sur le red teaming. On s'était arrêté, je vous avais parlé de ce qui s'était passé avec Rodkoff. On avait parlé de Kuwait City, hein, de la maison sécurisée de la CIA, des opérations qui avaient été menées et comment certains événements avaient marqué Rodkoff. Alors, encore une fois, hein, tous les intervenants sont d'origine, comment dire, israélienne. On avait vu que le but du red teaming, c'était de remettre en question, hein, la façon dont l'armée planifiait, dont elle prenait les décisions et la façon dont elle pensait. C'est une nouvelle forme de faire, hein. On va revenir, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous narrer tout ça, puis on va essayer de comprendre un petit peu le contexte pour mieux comprendre l'approche révolutionnaire dans l'armée, ce qu'on appelle vraiment le red teaming. Alors 30 ans plus tôt, hein, à quelques centaines de kilomètres de l'ouest, on a deux armées qui vont commencer à se masser à une frontière. En fait, le 6 octobre 73, à 14 heures précises, on a des centaines d'avions de chasse égyptiens qui foncent sur Israël. Ils vont mitrailler les bases, hein. On va faire du strafe bombing, comme on dit. Donc ça va bombarder les postes de commandement, les batteries de défense aérienne, bien sûr, israéliennes, avec des roquettes. 5 minutes plus tard, on a 2000 obusiers, des canons, des howitzers, des mortiers égyptiens qui commencent à pilonner, hein, les positions israéliennes fortifiées à l'est du canal de Suez, qui est un élément clé, hein, sur le théâtre d'opération, avec le plateau du Golan. Mais on y reviendra, notamment pour les réserves d'eau. Puis arrivèrent les canons à eau, hein, donc d'énormes pompes à haute pression qui vont transpercer l'imposant mur de sable que les Israéliens avaient érigé sur la rive, comme une vague, hein, dans un château de sable. Donc, sous ce panache d'eau, les canaux pneumatiques remplis de commandos traversent le canal à la rame. Au moment où ils atteignirent l'autre rive, hein, les sapeurs de combat égyptiens avaient déjà commencé à ériger des ponts flottants et les chars égyptiens ne tardèrent pas à s'infiltrer dans ces brèches creusées par les canons à eau, à avoir ce qu'on appelle des sapeurs de combat. Donc au-delà de ce rempart, hein, se trouvait la ligne Barlev. Donc c'est une ligne qui a été fortement fortifiée, qui était censée tenir au moins un jour, peut-être deux, hein, ce qui donnerait le temps aux Israéliens de lancer une contre-attaque. Donc les Égyptiens ont réussi à franchir cette ligne, comme vous l'avez compris, en moins de 2 heures. Alors que les défenseurs, hein, abasourdis, sortaient de leur bunker en agitant des mouchoirs blancs, des colonnes de chars égyptiens les encerclaient dans un déluge, repoussant les forces de défense israéliennes, l'IDF, débordait, à traverser la péninsule du Sinaï, hein, en direction de Jérusalem. Au même moment, à 400 kilomètres au nord-ouest, on a des parachutistes syriens, donc c'est une opération conjointe qui va être montée par différents pays et on va avoir très clairement un matériel de l'OTAN, puisqu'Israël est à l'époque, hein, fourni par les Américains, les Anglais et les Français. D'accord, en termes de matériel de guerre, et ça s'oppose au matériel du pacte de Varsovie, essentiellement, hein, du matériel russe qui a été acheté par l'Égypte, par la Syrie. Il faut bien le comprendre. Donc au même moment, je vous disais, à 400 kilomètres au nord-est, hein, on a les fameux parachutistes syriens qui sont naturellement appuyés par des chasseurs bombardiers MiG qui vont lancer un assaut aérien sur le mont Hermon, l'installation de surveillance électronique sophistiquée d'Israël, hein, qui servait Dieu sur le Golan. Alors, est-ce que l'unité 8200 existait déjà à l'époque? Je ne sais pas, hein, mais vous en voyez ses fondations. Ses yeux furent rapidement éteints. Et puis, des centaines de pièces d'artillerie syrienne commencèrent à bombarder la ligne défensive israélienne, hein, qui s'étendait le long des hauteurs du plateau du Golan. Alors, de nouveaux avions de chasse vont se joindre à la mêlée, hein. On a 5 divisions syriennes qui s'engouffrent dans cette ligne, dans cette brèche. Et les Israéliens, en infériorité numérique, battent un rebond toute la nuit, hein, même au matin. Mais au matin, malheureusement, les Syriens avaient percé. Donc, aux premières heures du 7 octobre, alors que les premiers chars syriens franchissaient un escarpement surplombant la mer de Galilée, on a le ministre israélien de la Défense, hein, Moshe Dayan, qui va ordonner à ses généraux de se préparer à faire sauter les ponts sur le Jourdain, hein. Je vous avais expliqué qu'en défense, on prépare des explosifs à des points clés pour, en cas d'invasion, les faire sauter. Puis il appela la première ministre Golda Meir, donc le troisième temple est en train de sombrer. Donc c'est un nom de code, et vous allez comprendre par la suite, hein. Alors, c'est le code, en fait, qui signifiait qu'Israël était en train de tomber. Selon certains rapports, Meyer aurait réagi en autorisant Dayan à activer l'arsenal nucléaire du pays. Ils ont acquis
Les Français ont créé Divona, on leur a donné des réacteurs, d'accord, sous De Gaulle, et les Américains ont commencé à fournir des bombes type B-61, de mémoire, hein, B-61-1, -2, -3, je crois qu'ils sont à la -4 aujourd'hui, mais je peux me tromper, puisque tout ça est secret, et Israël n'a jamais reconnu détenir l'arme nucléaire. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc on est dans le brouillard de la guerre. Mais une douzaine de bombes auraient été assemblées d'après différentes sources, et c'est ça qu'il faut comprendre. Si Israël devait disparaître, il entraînerait avec lui le monde arabe. Ça a toujours été utilisé comme doctrine, hein. C'est la doctrine Samson. Alors Samson, si on revient à la Bible, livre des juges, c'est un peu l'équivalent pour les juifs du mythe d'Hercule. Alors Samson est considéré, hein, c'est plus la construction théologique, religieuse, et non une réalité historique, d'accord? Mais ça reste ancré. Donc, pour mieux comprendre, hein, le syndrome de Samson, on a l'historien israélien Yuval Noah Harari, qui a écrit, hein, sur les dangers d'ailleurs, hein. C'est au XIIe siècle avant notre ère que les Philistins, un peuple qui est arrivé sans doute par la mer, vont établir une fédération en fait de 5 cités au sud du littoral levantin, hein, le Levant, vous savez ce que c'est. Une telle fédération, qu'on appelle la Philistie, hein, comprenait en outre Gaza, les villes aujourd'hui situées en Israël, d'Ashdod, de Gath, d'Écron et d'Ashkelon, hein. Les affrontements récurrents entre les Philistins et les tribus juives de l'intérieur, comme on les appelait, notamment à cause par l'accès à la mer, on nourrit dans la Bible le mythe de Samson, d'accord, qui aurait tiré sa force herculéenne, comme je vous le disais, de sa chevelure toujours intacte. Rasé par Dalila, la traîtresse, et livré aux Philistins, Samson, les yeux crevés par ses ravisseurs, est condamné à tourner sans fin une meule à Gaza, hein. C'est assez des petites histoires que me racontait mon papa quand j'étais petit. Sa chevelure repousse jour après jour, reconstituant sa force, sans que ses geôliers en soient conscients. Traîné dans un temple païen pour divertir les notables locaux, Samson s'arc-boute entre la colonne de l'édifice jusqu'à le faire s'écrouler, hein, faisant ainsi périr ses ennemis. Donc, le mythe de Samson, c'est tout simplement l'utilisation, d'accord? L'option Samson, c'est la possibilité pour Israël d'utiliser son arsenal nucléaire, hein, dont la possession grâce, je vous le disais, notamment à la technologie française, hein. Mais bon, c'est un secret de polichinelle, d'accord? Donc l'option Samson, c'est ça, c'est pouvoir utiliser l'arme atomique, hein, et la possibilité de faire exploser une bombe atomique dans le Sinaï, hein, si le sort des armes leur était tout simplement défavorable. Donc si Israël devait disparaître, il entraînerait avec lui le monde arabe. Mais heureusement, l'avancée arabe commençait à s'essouffler et l'ordre d'armer les fameuses ogives nucléaires ne fut pas donné, hein. Au cours des 2 semaines, on a les troupes israéliennes soutenues par des livraisons d'armes et de munitions en provenance des États-Unis qui ont permis de stopper justement l'attaque des Égyptiens et des Syriens et à repousser leurs armées. On aura un cessez-feu qui rentrera en vigueur le 25 octobre. La guerre de Kippour n'a pas vraiment modifié les frontières du Moyen-Orient. Elle a ébranlé Israël jusque dans ses fondements. Le gouvernement israélien va mettre en place une commission spéciale qui va être menée et présidée par Shimon Agranat, et qui est président de la Cour suprême du pays, hein, pour comprendre en fait les préparatifs d'une opération militaire de telle ampleur et qui sont passés inaperçus, hein. Comme la commission l'a vite compris, ce n'était pas vraiment le cas. Alors on a le renseignement militaire israélien qu'on appelle Aman, d'accord? Elle était en fait parfaitement au courant du renforcement des troupes en Syrie et en Égypte. C'est le but du renseignement militaire. Donc le directeur d'Aman, hein, Elie Zaira, il a informé en fait Meir et son cabinet des derniers développements dans les 2 pays au cours des jours précédant l'attaque. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est tant mieux. Mais lui et d'autres membres de son équipe, hein, de sécurité nationale avaient considéré ces mouvements de troupes comme des menaces de mort, hein, même après que le roi Hussein de Jordanie eut pris la décision sans précédent de se rendre à Tel Aviv, hein, en hélicoptère pour partir personnellement voir le Premier ministre et le prévenir qu'une invasion était imminente. Donc les Israéliens savaient pertinemment que les Égyptiens commenceraient à, comment dire, à mobiliser leurs forces de réserve le 27 septembre. On a la télévision et la radio égyptienne qui en parlent d'ailleurs quelques jours avant. Donc au cours des 3 jours suivants, les Israéliens postés sur la rive est du canal de Suez, de leur côté, ont observé
hein, avec des jumelles, les bulldozers égyptiens qui, de l'autre côté, commençaient à creuser des routes dans le sable, hein, jusqu'au bord de l'eau. Les avions de reconnaissance israéliens sont revenus avec des images de matériaux de construction de ponts en train d'être déplacés vers la rive ouest du canal, côté égyptien. Pendant ce temps, les pilotes israéliens survolaient également la frontière syrienne et ont aperçu plus de 2000 chars en train d'être déployés vers des positions avancées le long de la frontière. Pourtant, Meyer et son cabinet ont conclu que les Arabes essayaient simplement de faire pression sur Israël pour qu'ils rendent le territoire qu'ils leur avaient confisqué lors de la dernière guerre. Ils avaient déjà joué à des jeux similaires auparavant et répondre à leurs menaces creuses avait été coûteux et inutilement alarmant pour la population. Les Israéliens l'ont dit à la CIA. Ils ont commencé à, et les Américains ont commencé à exhorter les Israéliens à préparer leur défense. Et le Mossad également a appuyé les propos de la CIA. En fait, on se retrouve avec le 30 septembre, avec le Mossad qui déclare à Amman qu'il a une source fiable dans les renseignements égyptiens qui ont prévenu qu'ils opéreraient un exercice d'entraînement se terminant par une tentative réelle de traverser le canal de Suez. D'accord. Donc, c'est une ruse de guerre. On va simuler un exercice d'entraînement pour camoufler une réelle opération. Donc Zahira a rejeté tous ces rapports. Il a dit que c'était sans fondement et il a assuré à Meir et au reste du cabinet que les Arabes savaient qu'Israël pouvait vaincre leurs armées de toute façon en une seule journée. Alors on se passe au 2 octobre. Il faut rappeler que le 2 octobre, la presse égyptienne a annoncé que l'armée a été placée en état d'alerte maximum. On a une réunion du cabinet le 3 octobre et Zahira dit à Meir que la probabilité d'une guerre est toujours faible. D'accord. Donc on va avoir ces discordances, hein, et malheureusement, bah, ça va entraîner un brouillard de la guerre et des opérations qui vont être menées par les ennemis d'Israël. Donc le 4 octobre, nouveau vol de reconnaissance israélien qui confirme l'accumulation massive d'hommes, de chars, d'armes du côté égyptien, du canal de Suez. D'accord. En plus, les soviétiques, je vous le disais, alliés de l'Égypte et de la Syrie, ont commencé à évacuer les familles et autres personnels non essentiels dans ces deux États arabes. D'accord. Cependant, les Israéliens n'étaient toujours pas convaincus. Le lendemain, aux premières heures du 5 octobre, on a la meilleure source arabe du Mossad qui appelle son responsable et qui prononce le nom de code Radis. D'accord. Ça signifie que la guerre est imminente. Le chef du Mossad est si inquiet qu'il s'est rendu en Europe pour rencontrer cette source en personne et confirmer l'information. Une fois qu'il l'a fait, le chef du Mossad contacte Zahira et lui dit que la guerre est imminente. On a une confirmation aussi quelques heures plus tard, puisque les Russes vont donner leur propre confirmation, hein, en demandant de déplacer leurs navires des ports arabes. Donc à contre-cœur, Meyer va mettre les forces de défense israéliennes en état d'alerte maximale ce matin, mais malheureusement ne va pas faire appel à ses réserves. Donc c'est crucial parce qu'Israël dispose que d'une petite armée permanente. Sa stratégie de défense, en fait, repose sur sa capacité à activer rapidement ses énormes réserves. Presque tous les hommes et les femmes juifs en âge de combattre dans le pays. Meyer et son cabinet ont décidé de les laisser dormir pendant qu'ils continuent à surveiller l'évolution de la situation pendant la nuit. On arrive au 6 octobre, 4 heures du matin, le Mossad appelle Zahira pour l'informer que leur homme est venu au Caire et il vient de fournir l'heure exacte de l'attaque. Ça va commencer à 14 heures cet après-midi. Golda Meir a rencontré ses conseillers militaires plus tard dans la matinée et ils ont finalement convenu qu'une guerre serait fortement probable. Alors qu'il ne restait que quelques heures à passer, elle a ordonné de mobiliser, cette fois-ci, les réservistes. Donc on a la commission à Granat, ou à Granat, je ne sais pas comment on prononce, qui a imputé ces échecs colossaux au service de renseignement, à quelque chose que là-bas, on appelle le concept. Le concept, en fait, c'est le produit de la victoire éclatante d'Israël dans la guerre israélo-arabe de 1967. Cette victoire a fait et a formé la nation, l'armée de la nation. Les dirigeants israéliens étaient trop confiants dans leurs propres capacités et dédaignaient leurs ennemis. Je t'ai toujours dit que à partir du moment où tu commences à sous-estimer ton ennemi, alors c'est toi qui te feras baiser. Il en fut de même pour les succès des opérations de renseignement israéliennes qui ont conduit à croire qu'ils savaient exactement ce que les Arabes pensaient. Et ce que pensaient les Arabes, selon le concept, c'était en raison de pertes énormes qu'ils avaient subies aux mains de l'armée de l'air israélienne,
lors des guerres précédentes, les Égyptiens essaieraient à nouveau pas d'envahir à nouveau Israël jusqu'à qu'ils soient certains que leur armée de l'air pourrait contrôler le ciel. D'accord. Donc, toujours, pour pouvoir appuyer des éléments au sol, il faut une domination aérienne. D'accord. La Syrie n'attaquerait jamais Israël seule, elle le ferait en partenariat avec l'Égypte, afin de forcer Israël à se battre sur deux fronts. D'accord. Si on ouvre deux fronts, ben, malheureusement, il va falloir répartir les forces de défense. Donc pendant 6 ans, le concept s'est avéré vrai. Certes, il y avait eu des affrontements militaires isolés entre Israël et ses voisins. Pourtant, alors que les Arabes avaient tenté à plusieurs reprises de faire croire aux Israéliens qu'ils l'allaient attaquer, il n'y eut pas d'invasion. D'accord. Encore une fois, des feintes, des ruses. Donc on avait commencé une théorie et c'était malheureusement devenu un paradigme, un axiome. D'accord. À chaque fois que cet axiome s'avérait exact, ceux qui le remettaient en question avaient l'air encore plus stupides. Donc, on va s'enfermer dans ce raisonnement. D'accord. Et le but du red teaming, c'est justement de ne pas rester pétré ou pétri dans ses convictions et penser en dehors de la boîte. D'accord. Sortir de l'action. Donc, les gens ont cessé de remettre en question le concept, même face à des preuves accablantes. C'est l'histoire du loup, d'accord. On crie au loup, jusqu'au jour où le loup est là et on ne te croit plus, d'accord. Comme l'écrira plus tard David T. Buckwalter, qui est professeur de sécurité nationale au Naval War College aux États-Unis, en octobre 73, le concept avait été prouvé. Il était acquis que l'Égypte n'entrerait pas en guerre tant qu'elle serait encore inférieure dans les arts. Par conséquent, même les Israéliens pensaient que la Syrie ne se préparait pas à une sorte d'action militaire. D'accord. Et selon les principes du concept, donc, de facto, la Syrie n'attaquerait pas. Mais le concept posait également un problème. Il partait du principe que la seule façon pour l'Égypte de contrôler le ciel était donc de se doter d'une meilleure armée de l'air. Ce que les Israéliens ignoraient, c'est que l'Égypte avait abandonné cette idée. Au lieu de cela, ils ont tout simplement fait appel à une nouvelle technologie militaire, d'accord. Les missiles SAM, solaires, mobiles, d'accord, qui vont être déployés SA1, SA2, SA3, SA4, SA6, SA8, SA7, SA9, SA10, d'accord. Je suis pas spécialiste, t'iras voir. Les Égyptiens se rendirent compte, armés de suffisamment de roquettes mobiles, et ils pourraient également utiliser ce bouclier de défense aérienne en utilisant donc ces fameux batteries de missiles solaires mobiles pour protéger à la fois leurs hommes, leurs chars, d'accord, ainsi que leurs canons et leur artillerie. Un bouclier qu'ils pourraient également avancer avec eux, d'accord, au travers du canal de Suez, à travers le Sinaï, jusqu'en Israël. L'Égypte et la Syrie avaient également acheté des missiles Scud, d'accord, donc des missiles balistiques, courte portée, moyenne courte portée, ce qui leur donnait la possibilité de frapper en profondeur. Enfin, Scud, de mémoire, je crois que c'est de la courte portée. Il faudra regarder. Donc, ça donnerait la possibilité de frapper en profondeur en Israël sans risquer de perdre leurs bombardiers qui étaient vulnérables. Les Israéliens étaient au courant de ces achats, mais ils les ont ignorés. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient des avions. Donc, vous voyez, vous focalisez sur un point et vous n'avez plus la vision holistique, la vision d'ensemble. Et donc, en découle toute une série de conséquences à cause de vos prises de décision avec de l'information qui est biaisée. D'accord. Donc, on va soi-même s'intoxiquer et penser avoir la solution, avoir raison, alors que on est sur un axiome, on reste pétri, on ne veut pas changer de paradigme, donc on devient soi-même la propre défaite. On amène soi-même, avec ce type de raisonnement, la défaite. Donc c'est un concept classique de la façon dont la pensée de groupe et la complaisance peuvent conduire au désastre. Pour éviter le désastre de la guerre de Kippour et pour qu'elle ne se reproduise, la commission Agranat a formulé plusieurs recommandations. L'une d'elles, c'était la création d'un bureau spécial. Donc, ce bureau spécial, avocat du diable au sein d'Aman, serait chargé en fait de remettre en question tous les concepts et les hypothèses futures. Après sa création, le bureau en fait a connu le nom de Ipsha Mistabra. Je vous avais dit en araméen, au contraire, la réalité semble toujours différente. Son travail consiste à décortiquer les rapports produits par les analystes réguliers d'Aman et produire des documents qui soutiennent le contraire de l'opinion dominante au sein de la direction, au sein des armées. Ipsha Mistabra, ça prépare également les scénarios au pire, d'accord, des analyses d'avenir alternatifs qui servent à éclairer la planification militaire à long terme.
pour Israël. Son travail n'est pas nécessairement d'avoir raison. Il s'agit juste de forcer l'organisation dans son ensemble à réfléchir plus intensément et à en remettre en question ses propres hypothèses. On a un rapport en 2007 du Brooklyn Institution et qui dit en substance que le personnel de bureau de l'avocat du diable est composé d'agents extrêmement expérimentés et talentueux, connus pour leur façon de penser créatif et en dehors, hors des sentiers battus. Ces hommes et ces femmes sont très appréciés par leur père et leurs supérieurs. Leurs notes sont directement envoyées au bureau du directeur du renseignement militaire ainsi qu'aux principaux décideurs. Les analystes réguliers de la direction sont également encouragés à rédiger des notes d'opinion différentes qui remettent en cause les conclusions des différents services s'ils ne sont pas d'accord avec elles. Cette pratique est officiellement autorisée et Brookings a constaté que les analystes ne subissent ni les représailles ni les critiques après avoir exercé ce privilège, hein. Et donc ça va à l'encontre typiquement de ce qui se passe dans les armées. Si tu viens à critiquer, à remettre en question ce que dit la hiérarchie, tu seras sévèrement ostracisé et puni. Les Israéliens n'ont pas appelé cela l'équipe rouge. En fait, c'était tout d'abord d'institutionnaliser ce type de pensée anticonformiste, hein. Dans les années 1970, le bureau a reconnu que ça a permis d'aider les Israéliens à éviter une nouvelle attaque surprise, comme celle qui a failli leur coûter leur pays en 1973, hein. Certains des plus brillants penseurs militaires d'Israël ont appelé à l'extension de cette utilisation à l'ensemble des forces armées du pays. Donc, je vais reprendre la phrase de Tzal Ethan Bushman, euh, qui dit que ça a été pris très au sérieux, au moins au sein de la direction du renseignement. C'est désormais inscrit dans la manière dont Tzal gère ses opérations et opère. Alors le manque d'imagination, revenons bien plus tard, au 11 septembre 2001. Attentat terroriste. Un fou va prendre 2 tours jumelles du World Trade Center. D'accord? C'est pas une partie d'échecs. C'est un événement, hein, qui va marquer et qui va creuser, hein, un, donc qui va coûter la vie de milliers d'Américains et qui va creuser profondément la doctrine et la pensée du Pentagone. D'accord? Un peu comme en Israël, en fait. C'est une attaque surprise pour montrer aux États-Unis la limite de leur analyse de renseignement. Bini, de la NSA, d'accord, qui avait voulu mettre en place FinFred. Et grosso modo, la NSA lui a dit écoute, tu fermes ta bouche, on va fermer ton projet, FinFred, et on va faire plus tard, je vous ai dit, projet Bull Run, Prism, X Keyscore à la NSA. Mais pour ça, il fallait demander auprès du Congrès du Sénat des milliards de dollars aux contribuables. D'accord? Et malheureusement, ce projet en interne, FinFred, qui faisait parfaitement le boulot, ne coûtait pas cher. D'accord? Il avait été développé en interne, in-house, comme disent les Américains, et on refusa de mettre en place, même s'il y a eu quelques tests de FinFred qui auraient permis de jouer les attaques terroristes contre les États-Unis, hein, le 11 septembre, il faut bien le comprendre. Et je vous rappellerai tous ces terroristes qui s'entraînaient, d'accord, dans d'anciennes bases d'ailleurs de la CIA, à être formés, à piloter des avions. D'ailleurs, certains civils, comme certains militaires, avaient remarqué des choses intrigantes. Le FBI planchait, hein, sur ces gens, on les connaissait. Donc tout ça est intrigant et prouve les failles, en fait, hein, des analystes du renseignement américain, à la fois le FBI, la NSA et la CIA, hein, qui vont merder. Donc, les États-Unis vont décider de reprendre les travaux des Israéliens de la fameuse commission Agrana pour découvrir, en fait, hein, que, en effet, les agences de renseignement américaines et le vaste appareil de sécurité nationale a échoué à détecter et à faire dérailler ce complot terroriste. D'accord? La Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, également connue sous le nom de Commission du 11 septembre, va constater, et je la cite, que les attentats du 11 septembre ont été un choc, mais ils n'auraient pas dû être une surprise. Les extrémistes islamistes avaient largement prévenu qu'ils avaient l'intention de tuer des Américains sans discrimination et en grand nombre. Au cours du printemps et de l'été 2001, les agences de renseignement américaines ont reçu un flot d'avertissements selon laquelle Al-Qaïda préparait, comme le dit un rapport, quelque chose de très très gros. D'accord? Le directeur de la CIA, George Tenet, le système clignotait en rouge. Et puis, on va avoir, je crois également nos services avec le MI6, hein, qui vont prévenir
Donc le 11 septembre 2001, au matin, des terroristes détournent 4 avions de ligne sur la côte est pour commettre des attentats suicides. On a 2 appareils qui vont finir dans leur course dans les tours du World Trade Center. Il y en a un autre qui projette de s'abîmer, hein, sur le Capitole ou la Maison Blanche, mais qui va s'écraser à Shanksville, en Pennsylvanie, de mémoire, et un autre, malheureusement, qui va atteindre le Pentagone, hein. 3 000 personnes ont perdu la vie. On a les avertissements du coordinateur national de la lutte antiterroriste. À l'époque, c'était Richard Clark, au vice-président Dick Cheney, au secrétaire d'État Colin Powell et Condoleezza Rice, qui était à l'époque conseillère de la sécurité, mais qui n'ont pas été entendus, hein. Encore une fois, ils ont fait sourde oreille. Donc, commando de 19 hommes, de nombreux Saoudiens, hein, on a oublié, qui ont commandé, hein, par un Égyptien, Atta. D'accord. Ils se revendiquent tous d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, je rappellerai, c'est la base. La base, parce que je vous avais expliqué qu'une partie d'Al-Qaïda a été formée en sous-main par l'ISI, les services pakistanais, et par la CIA. D'accord. La base de terroristes, la base d'agents. D'accord. Comprenez-le comme une base de données. C'est ça le sens d'Al-Qaïda. Déjà soupçonné, hein, d'un attentat contre le VTC 1993, je vous l'avais dit, et puis l'attaque de l'USS Cole, ça c'était dans le golfe d'Aden en 2000, d'accord. Donc ils sont retranchés à Tora Bora en Afghanistan, à la frontière pakistanaise, et Ben Laden va revendiquer les attentats le 7 octobre. Il va dire que, je jure par Dieu, que l'Amérique ne connaîtra plus jamais la sécurité avant que la Palestine ne la connaisse. Et puis, il faut pas oublier aussi Zacharias, hein, Massoui, qui est un élément français, d'accord, d'origine marocaine, réputation de fêtard invétéré, d'accord, et ça contraste avec justement cette composante théologique, hein, théocratique, puisque la plupart des terroristes auront une vie complètement dissolue, d'accord, prostitution, drogue, fêtard invétéré. Donc ça contraste, hein, avec justement ce motif religieux et c'est assez intriguant sur ce dossier. Mais ça, c'est moi qui parle. D'accord. Donc on va perdre sa trace. C'est assez intriguant aussi, hein. Nos services perdent sa trace et il arrive à passer la Manche et à fuir vers l'Angleterre. Et à partir de l'Angleterre, il va prendre un vol vers les États-Unis. D'accord. Il arrive le 23 février 2001 et il va prendre des cours de pilotage. Voilà un petit peu l'histoire. Après, je vous laisserai creuser. D'accord. Donc, il prend des cours. Et puis, le 13 août 2001, il s'inscrit à la Pan International Flight Academy à Eagan, dans le Minneapolis. Et il prend des cours de simulateur sur 747. Mais il va éveiller les soupçons des instructeurs. Et le truc, c'est qu'il veut apprendre à voler, mais il s'intéresse ni aux atterrissages ni au décollage. Un peu intriguant, d'accord. Il paie ses frais de scolarité en espèces, directement, 6 300 $. Et le 16 août 2001, il est interpellé en possession de faux papiers et emprisonné pour infraction à la législation sur l'immigration. D'accord. Il va avoir comment dire, l'ICE, l'immigration américaine, sur le dos. Donc voilà, hein, le 11 septembre 2001, 3 mois après les attentats du 11 septembre, Massoui, il est en prison au moment des faits, mais il est quand même accusé d'avoir activement participé par son silence au complot terroriste qui va conduire aux attentats. Il est inculpé de 6 chefs d'accusation. Alors, on peut se poser encore une fois des questions légitimes, hein, que je me pose également à chaque fois, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, hein. Comment ces avertissements ont-ils été ignorés? D'accord. Il y avait à la fois la surveillance intérieure, extérieure, d'accord. L'intelligence et la contre-intelligence. La commission va conclure que c'est l'échec le plus important euh, qui a été fait, hein, depuis un bon bout de temps par les services de renseignement. C'est là qu'on va mettre en place le Patriot Act et c'est là que la surveillance de masse de l'ensemble des citoyens du monde, par commencer par les Américains, va se mettre en place. Donc, certains disent que c'est aussi un très bon prétexte pour renforcer l'appareil d'État et les services de renseignement. Pas de fumée sans feu, hein. Salut les gars. Donc, la CIA n'a pas attendu le rapport de la commission du 11 septembre pour commencer à remettre les pendules à l'heure, hein. Les survivants étaient encore en train d'être malheureusement extirpés des décombres du World Trade Center et on a Tenet qui va donner l'ordre à la formation, hein, d'une nouvelle équipe pour réfléchir de manière non conventionnelle aux défis sécuritaires auxquels les États-Unis étaient désormais confrontés. Tenet va appeler ça la Red Cell, la cellule rouge. Alors, il décide de former un groupe de penseurs anticonformistes pour remettre en question la sagesse conventionnelle au sein de la communauté du renseignement, hein, et atténuer la menace surprise par des analyses alternatives. D'accord. On a
Mikasenko, qui va écrire un livre sur le red teaming et qui est expert en sécurité nationale. Donc, dans Foreign Policy de 2015, il va dire que ça permet d'offrir un aperçu rare de l'intérieur de cette organisation secrète. Alors, selon la CIA, la Red Cell, les cellules rouges, les globules rouges, adoptent une approche out of the box, en dehors de la boîte, qui est prononcée et qui va produire des mémos destinés à provoquer la réflexion, plutôt qu'à fournir en fait une évaluation faisant autorité. Ces mémos ont changé la façon de penser de la CIA et la Red Cell a été jugée si efficace que la loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme a rendu obligatoire la formation d'équipes rouges pour toutes les agences de renseignement américains. À cette époque, l'armée américaine avait également commencé à développer sa propre version du red teaming. Le terme équipe rouge remonte au 19e siècle, lorsque l'armée prussienne commençait à utiliser le Kriegspiel, ou les jeux de guerre, pour entraîner ses officiers. Un groupe d'officiers élaborait un plan de bataille, tandis qu'un autre groupe assumait le rôle de l'ennemi et tentait de le contrecarrer. Alors l'idée a émergé, et elle a permis de révéler à la fois les failles et les faiblesses des tactiques prussiennes dans la sécurité de la salle de guerre, et plutôt qu'attendre en fait qu'elle soit malheureusement révélée sur le champ de bataille. Ces simulations de table, ces tables rondes, utilisaient des blocs en bois, et des petits soldats de plomb par la suite, comme substituts en fait. Vous l'avez bien compris, des unités militaires. Comme la plupart des soldats prussiens portaient des uniformes bleus, l'équipe locale était représentée par des pièces de jeu bleu. La force ennemie était représentée par des marqueurs rouges, et on l'appela de facto l'équipe rouge. D'accord. Leur travail consistait à sonder les faiblesses des plans et des stratèges prussiens. Le nom est resté. D'accord. Et je vous ai expliqué Blue fort, Hop fort. D'accord. Blue team, Red team. Red fort, Blue fort. OK. Donc, les forces d'opposition, c'est tout le temps la Red team. L'armée américaine a développé sa propre version du Kriegspiel vers 1800. Les jeux de guerre aux États-Unis se limitaient en fait en grande partie à la formation des jeunes officiers. Ils ne servaient pas à tester les stratégies ou des plans réels. Ça a commencé à changer pendant la guerre froide, lorsque les équipes rouges ont été créées par la Rand Corporation, qui est ce think tank fortement lié à la CIA, d'accord, et à l'ensemble du complexe militaro-industriel, pour voir comment les soviétiques pourraient agir au mouvement américain sur l'échiquier global, l'échiquier géopolitique. Hein. À la fin des années 1990, certains Pentagones ont commencé à voir en fait la nécessité pour l'armée de se mettre à jouer elle-même les équipes rouges. Les victoires faciles de l'Amérique lors de la première guerre du Golfe et des deux campagnes des Balkans ont non seulement dissipé le spectre de la défaite qui hantait le pays depuis la guerre du Vietnam, mais ont également donné à nombre de ses chefs militaires le sentiment faux d'être invincible. Alors, le ministère de la Défense devenait trop confiant au point d'être démesuré quant à sa capacité à donner et à dominer les futures opérations militaires. Ça, c'est le souvenir de James Miller, qui est alors sous-secrétaire adjoint à la Défense et qui va essayer, chargé de besoins de plans et également la politique de contre-prolifération nucléaire, d'accord, dont s'occupent les agences de renseignement, certaines cellules au sein de la DGSE notamment. Et il dit que de nombreux militaires semblent penser que nous étions sur le point de créer une suprématie technologique à long terme contre tous les adversaires et que cela serait fondamentalement décisif dans toutes les confrontations militaires du futur. D'accord. Donc on revient sur un autre paradigme, un autre axiome qui peut aussi se révéler vrai ou faux. Donc Miller, lui, n'était pas l'un d'eux. Il pensait que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de perdre et de prendre quoi que ce soit pour acquis. D'accord, sur le champ de bataille. Pendant la guerre du Kosovo, il avait mis en place des équipes rouges d'émulation de menaces. D'accord, vous voyez les vestiges de tout ça. D'accord, donc tout ça, vous voyez que c'est appliqué dans le monde de la cybersécurité. Par la suite, pour évaluer la façon dont le président yougoslave Slobodan Milosevic va opérer et réagir à la campagne aérienne de l'OTAN. D'accord. Ça sera la première étape des opérations qui vont être menées par l'OTAN en Yougoslavie. C'est une campagne massive aérienne, d'accord, pour dominer le plus haut point. Je vous ai dit cette doctrine au sein de l'OTAN et qui a commencé au sein du Pentagone. Ces équipes étaient efficaces, mais Miller pensait qu'elles auraient pu être encore plus efficaces si elles étaient elles-mêmes autorisées à remettre en cause tout simplement le plan de l'OTAN.
d'accord? Dans son entièreté, son intégralité. Donc il a quitté le Pentagone en 2000 et il s'est mis à créer le DART chez X et Associates. Donc c'est le Defense Adaptive Red Teaming, d'accord? Donc l'équipe rouge en défense qui s'adapte, hein, donc on n'est pas sur un schéma fixe, on est sur une émulation et sur une évolution, d'accord? C'est constamment changeant et on s'adapte en fonction du contexte et de la menace, d'accord? Et des objectifs qui doivent être, comment dire, pérennisés. Donc c'est un cabinet de conseil qui va aider le Pentagone à organiser des exercices de guerre. DART, ça fournit en fait, hein, des adversaires pour ces simulations et ça permet en découle, hein, une analyse contraire de la doctrine et des politiques militaires. Vous l'avez bien compris. Donc une grande partie du travail était axée sur ces concepts. Si on doit le décomposer, hein, c'est via ces wargames, ces jeux de guerre, et amener de manière analytique les hauts responsables de l'armée, bah, à s'intéresser en fait à ce que nous faisons. D'accord. Et les attentats du 11 septembre ont porté cet intérêt, vous l'avez compris, à un autre niveau, hein. En 2003, on a un groupe de travail du Pentagone qui a recommandé d'élargir le rôle traditionnel des équipes rouges à celui d'émulation de menaces afin de fournir ces fameuses analyses contradictoires et de remettre en question les concepts opérationnels émergents afin de découvrir des faiblesses parmi nos véritables adversaires. D'accord. Et vous l'avez compris, je vous ai parlé de Steve Radkoff en Irak. C'est ce qu'il va mettre en place pendant la guerre en Irak. Donc le but, vous l'avez compris, de l'équipe rouge, c'est penser et penser différemment. En février 2003, un mois avant l'invasion, Rodkoff et le général Marks ont approché, hein, le major général du corps des Marines, le Marine Corps américain, hein, qu'on appelle Rusty, Robert Blackman, qui va être chef d'État, hein, aussi du quartier général de commandement de la composante terrestre des forces combinées. Je vous ai parlé du Combined Arms, hein, dans l'armée, les opérations conjointes, interarmées, intercorps. Et ça se passe au camp d'Oa. D'accord. Blackman leur a demandé s'ils se souvenaient de la façon dont Saddam Hussein avait ordonné la destruction des champs pétrolifères du Koweït. D'accord. Alors que ses forces se retiraient du pays pendant la première guerre du Golfe, hein. Je vous rappellerai, Hussein avait demandé la destruction des champs pétroliers du Koweït puisque ça permettait de complètement polluer en fait, hein, les airs et il pensait que ça allait perturber les opérations aériennes de l'OTAN. Ces incendies n'ont pas seulement créé une catastrophe environnementale, mais aussi de graves problèmes pour les forces de la coalition, hein, puis c'était une fumée noire toxique qui a perturbé les télémètres laser, d'accord. Le laser, tu sais, dans la fumée, ça marche un peu moins, d'accord. Une bombe guidée laser à travers des nuages, à travers du brouillard, ça devient compliqué. Donc ça a rendu également difficile la visibilité des soldats irakiens, d'accord, lorsqu'ils ont décidé de se battre. Donc vous voyez, ça peut perturber l'ennemi, mais ça peut également vous perturber. D'accord. Là, les soldats irakiens, ils ont été également impactés. La fumée a ralenti l'avancée de la coalition, certes, et ça a provoqué au moins un accident d'hélicoptère, hein, qui a été d'ailleurs à l'origine de nombreux problèmes, et ça a été à l'origine de nombreux problèmes de santé qui vont affecter tous les vétérans de la guerre du Golfe. Le général Blackman voulait s'assurer que rien de tout cela ne se reproduise. Donc il va demander à Marx, à Rodkoff, de trouver et d'élaborer un nouveau plan qui va permettre d'empêcher les Irakiens de mettre le feu à leurs propres champs pétroliers. Alors, plutôt que d'aborder le problème d'un point de vue militaire, Rodkoff va contacter les experts pétroliers de Boots Coutts, donc qui est une grosse industrie pétrolière, et c'est des experts qui savent éteindre des feux, hein, puisque quand un puits de pétrole s'allume, hein, soit vous attendez que dans le sol, hein, la réserve s'épuise, ça peut durer des siècles, soit il faut utiliser un explosif thermobarique, hein, qui va venir en fait aspirer, hein, tout l'oxygène pour éteindre le feu. D'accord. Le feu, il faut carburant, comburant, d'accord. Il faut de l'oxygène pour que ça puisse se produire. Donc eux, ce sont des spécialistes de ça, d'accord. Ils savent arrêter une production de pétrole sur éventuellement un puits qui a explosé ou qui est défaillant. Et je vous le disais, la solution la plus simple, c'est de mettre un tas d'explosifs autour du puits et de le faire exploser, hein, alors qu'il est en train de pomper. C'est le seul moyen d'éteindre efficacement un feu d'un derrick, hein, qui aurait pris feu. Donc l'information est importante, d'accord, puisque
à l'époque, hein, l'Irak est soumis à un embargo pétrolier international et Rodkoff et son équipe savent que Hussein, hein, vend du pétrole sur le marché noir, d'accord, en grande quantité, qu'il est utilisé tout simplement pour le produit de ses ventes pour financer, hein, son régime. C'était la seule source de revenus réelle de Saddam, hein. C'est ainsi qu'il payait tout le monde pour rester fidèle, notamment sa garde prétorienne. Nous savions qu'il allait attendre la dernière minute pour faire exploser les champs pétroliers et qu'il en ferait avec des charges de surface, comme on les appelle, et ça prendrait un certain temps à ces hommes pour les mettre en place. Donc nous savions également qu'il s'attendait à ce que nous commencions cette guerre, comme nous l'avions fait la dernière fois, lors de la première guerre du Golfe, et il y aura la deuxième, vous l'avez compris, avec des bombardements aériens massifs, d'accord. Ce qui signifiait qu'il pensait avoir beaucoup d'avance pour mener ces opérations. Mais Rodkov continue et dit: «Nous avons donné un avertissement avant de donner cet ordre». À l'époque, en fait, le plan prévoyait plus d'une semaine de bombardement aérien avant que nos premiers chars ne franchissent la ligne de départ. On a proposé qu'ils modifient le plan afin que l'invasion terrestre commence avant la campagne aérienne. De cette façon, nous pourrions foncer et traverser les champs pétroliers, dont presque tous se trouvaient à la frontière sud, avant même que ces hommes n'aient le temps, hein, de trafiquer les puits. Donc au même moment, on a Kevin Benson et son équipe de planificateurs de guerre qui vont trouver un moyen en fait, hein, de maintenir un certain effet de surprise lors des premières heures de la guerre terrestre, avec plus de 400 000 soldats de la coalition, hein, qui vont être massés à la frontière irakienne. L'envoi de ces troupes au-delà de la frontière, avant les avions de chasse, en fait, permettrait de résoudre ce problème et les Irakiens s'attendraient à ce que la guerre commence dans les airs. Rodkoff et Benson travaillaient ensemble, hein, pour vendre cette idée à leurs supérieurs. Mais tout cela, en fait, avait du sens pour les généraux en charge des forces terrestres que si la proposition euh, fut bien accueillie par l'US Air Force. Et vous savez que entre les différentes forces, hein, l'armée, euh, l'US Air Force, et vous savez qu'il y a des dissensions entre les différentes forces, d'accord. Même certaines forces terrestres entre le Marine Corps et l'US Army, d'accord. Il y a tout le temps ces guerres, hein, ces guerres entre services et ces guerres pour quoi? Pour tout le temps ramener la gloire, hein, vers des unités combattantes, d'accord. Donc, vous avez bien compris que l'US Air Force n'était pas très encline à vouloir tout ça, hein. Elle voulait mener l'invasion et non laisser cela aux forces terrestres pour tout simplement s'attribuer la gloire. Donc ces discussions animées eurent lieu entre les différentes armées et les homologues également des forces armées alliées. Donc finalement, on trouve un compromis, hein. Ce fut une attaque aérienne brève et intense contre l'Irak, suivie d'une invasion terrestre quelques heures plus tard. Donc la stratégie avait fonctionné et les Irakiens n'ont eu le temps de faire exploser que quelques puits de pétrole avant que les champs ne soient envahis et capturés. Donc vous avez bien compris que ce fut un véritable succès qui va changer le début de la guerre et éviter le désastre écologique, les problèmes de mobilité et tout le reste. Et nous ne le savions pas, mais nous étions en train d'effectuer notre boulot d'équipe rouge. En fait, Rodkoff a passé une partie de chaque dimanche à faire du red teaming dans les semaines qui ont précédé l'invasion. Alors que lui et les autres membres de l'équipe de renseignement de Marx passaient la plupart de leurs heures éveillés à préparer le briefing quotidien du renseignement pour le général McKernan, il n'y avait pas de briefing le dimanche. C'était censé être un jour de repos. Cependant, Rodkoff a constaté qu'il ne pouvait pas se reposer, alors que bien sûr, des préparatifs de guerre battaient leur plein. Au lieu de cela, il a commencé à inviter les meilleurs et les plus brillants membres de son équipe de renseignement à des réunions hebdomadaires informelles, appelées séances de prière du dimanche après-midi. L'objectif était de discuter de quelque chose qui n'était pas examiné, de quelque chose dont nous n'avions pas eu le temps de parler pendant la semaine, hein, de faire euh, un point sur tout ça, hein. J'étais frustré, raconte Rodkoff, sur le fait que nous étions tellement absorbés dans le moment présent que nous n'avions pas le temps de penser à autre chose qu'à déplacer des petits bouts de papier par-ci, par-là. J'avais peur qu'il y ait des choses qui nous échappent. Je voulais des gens pour réfléchir, vraiment réfléchir à ce que nous faisions. Donc la participation était réservée aux personnes invitées, hein. Rodkoff n'invitait que des hommes et des femmes ayant démontré leur capacité à réfléchir de manière critique. Donc je vous ai parlé des SCIF, Sensitive Information Facility. On appelle ça un cône de silence, hein. Donc cage de Faraday et différents types d'isolation qui vont être protégés, hein, notamment système de brouillage électronique
pour pas qu'il y ait d'interception. On parle dans le monde militaire de Tempest. D'accord? Tempest, c'est un acronyme qui est utilisé dans l'OTAN et dans l'armée américaine. Toutes les émanations électromagnétiques. D'accord? Et ça peut être même une simple canalisation de chiottes. D'accord? Qui peut, quoi? Bah, propager. Signaux radio, électriques, involontaires, son, vibration. Alors, Tempest, je vous le disais à la base, c'est certification de l'OTAN. On a des normes Tempest et c'est la NSA, la National Security, qui va utiliser ce nom de code. Et je vous le disais, ça fait référence à l'espionnage des systèmes d'information par le biais de fuites d'émanation, de signaux dits compromettants, comme on dit dans l'armée. Signaux radio, je vous disais électriques involontaires, son, vibration. Alors Tempest, ça couvre à la fois les méthodes d'espionnage et la façon de protéger l'équipement contre un tel espionnage. On a des efforts de protection, on appelle ça l'EMSEC et la COMSEC. COMSEC, c'est le sous-ensemble à la sécurité des communications au sein de l'armée, et l'EMSEC, c'est tout simplement la sécurité des émissions. D'accord? Des méthodes de réception relèvent de la radiofréquence massite. Je vous avais déjà parlé des opérations massites. Donc, les méthodes de la NSA pour espionner les émissions informatiques sont classifiées naturellement, mais elles établissent également en défense des normes de protection. D'accord? Protection de l'équipement contre l'espionnage qui se fait à distance, via du blindage, via du filtrage, via des techniques de masquage. D'accord? Donc, les normes Tempest, elles imposent des éléments tels que la distance de l'équipement par rapport au mur, quantité de blindage dans les bâtiments, les équipements, la distance séparant les fils qui vont transporter ces matériaux qui sont classifiés ou non classifiés. Des filtres sur les câbles, le blindage des fils, des équipements et même les tuyaux, les canalisations d'un bâtiment. D'accord? On peut espionner par différentes techniques. D'accord? Tout ça, ça permet de protéger l'information en masquant les données réelles. Donc, vous l'avez compris, Tempest, ça concerne les fuites d'émanations électromagnétiques. Ça englobe les sons, les vibrations mécaniques. Il est possible, par exemple, d'enregistrer les frappes d'un utilisateur à l'aide d'un capteur de mouvement à l'intérieur de smartphone. Ah merde, je savais pas. Les émissions compromettantes sont définies comme des signaux involontaires porteurs de renseignements qui sont interceptés et analysés. Attaque par canaux auxiliaires. SCA, Side Channel. Vous le savez, attaque. Donc ça permet de divulguer les informations transmises, reçues, traitées ou autrement traitées par tout équipement de traitement de l'information. Donc vous avez bien compris, les SCAF et les SCIF. Là, on parle de SCIF, Sensitive Information Facility, équipement de brouillage électronique sophistiqué pour garantir que rien de ce qui se disait ou se faisait à l'intérieur ne pouvait être entendu ou intercepté. D'accord? Dans des lieux sensibles, d'accord? Dans des ambassades. Il voulait que les personnes puissent discuter de tout, même des sujets les plus sensibles, sans réserve ni hésitation. D'accord? Tout ça, ça permet que les gens qui ne faisaient pas partie de ce groupe ne puissent intercepter en fait les communications qui se disaient via les équipes de Rodkoff. D'accord? Et puis, voilà, un peu de bière sans alcool, des pizzas. D'accord? Et puis, en plus, la vraie bière était interdite au Koweït. D'accord? Donc, pareil, je vous ai parlé des FOB, Forward Operation Basis. Il y a des skiffs. D'accord? Et c'est là que sont montées les opérations. Et réfléchies les opérations ISR, du renseignement. C'est ce que j'ai vu dans des séries américaines. Donc, il laissait les participants fixer l'ordre du jour et décider de ce dont eux voulaient discuter. Donc la discussion la plus importante a commencé avant le début de la guerre, lorsque des membres réguliers en fait de ce fameux groupe de prière qui servait de couverture ont amené en fait le lieutenant-colonel Steve Patterson à prendre cet après-midi avec Rodkoff et à réfléchir et à se confier à lui en disant: j'ai beaucoup réfléchi à une question que personne, je crois, dans la communauté du renseignement ne se pose à l'approche de ce combat. Il avait continué de façon hésitante et je m'interroge comment Saddam peut gagner. Alors sans rire, Rodkoff s'est décroché la mâchoire et il continua: j'ai participé à la plupart des briefings qui ont précédé la guerre. J'ai participé au briefing CENTCOM. Donc le United States Central Command, CENTCOM, d'accord? Donc c'est l'une des 11 zones du Unified Command, donc créée en 1983. Donc j'ai participé à des briefings avec le 5e Corps en Europe. J'ai assisté à des briefings du Pentagone
au Pentagone à Washington, je n'avais jamais entendu personne poser cette question, a déclaré Rodkoff. Je veux dire, cela aurait été considéré comme ridicule. Saddam ne pouvait pas gagner. Il était sur le point de se battre contre la plus grande machine militaire de la planète. Et nous allions de facto l'écraser. La seule question était de savoir comment et combien de temps cela prendrait. C'était les seules questions que tout le monde se posait jusqu'à maintenant. Peterson a décrit un scénario du pire, entre guillemets, hein, bien différent de ce que Rodkoff avait l'habitude d'entendre et ce que la salle avait tout d'abord envisagé. Le dictateur irakien ne se tiendrait pas là et ne se battrait pas. Il se tairait et ordonnerait à ses fidèles bassistes de faire de même. Il demanderait aux membres de sa garde républicaine de créer des caches d'armes et de munitions dans tout le pays. Puis il leur demanderait de se débarrasser de leur uniforme et de disparaître dans les villes surpeuplées d'Irak. Ouais, ils exploiteraient les réseaux criminels irakiens, son économie souterraine, ses marchés noirs. Ils établiraient alors des connexions, créeraient des cellules et attendraient. Ils attendraient que les Américains et leurs alliés soient prêts. Tout s'est passé comme Peterson l'avait décrit. Mais la seule chose qu'il avait mal comprise, c'est que Saddam ne serait pas là pour diriger les opérations. Mais cela avait coûté à l'Amérique et à ses alliés du sang et de l'argent. Hein. Nous savions qu'il avait raison aussi. Nous étions tombés sur quelque chose qui devait être pris en compte lors de notre planification de guerre. Nous avons donc élaboré un briefing et nous l'avons montré à Spider-Max. Il était enthousiaste et nous l'avons demandé de le partager à McKernan. McKernan a également été impressionné et a demandé de préparer un dossier, d'accord, qui serait envoyé par la suite au général Tommy Franks. Donc, le dossier, en quelque sorte, est mort là-bas. Il n'a jamais dépassé le stade opérationnel, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Je voulais m'assurer quand même que ce genre de choses soit dûment prise en compte pour la prochaine fois que nous partirions en guerre. Rodkoff a rapidement eu l'occasion de s'assurer que ce genre de choses se produisent. Mise en place de l'équipe rouge à l'université. D'accord. 2003, on a Shoemaker, Peter Shoemaker, qui prend ses fonctions en tant que chef d'état-major de l'armée, commandant légendaire des opérations spéciales, c'est son titre, qui était peu tolérant envers la bureaucratie de ce qu'il appelait la grande armée. Hein. Shoemaker était consterné par le manque d'imagination de l'armée elle-même. Bien que les généraux avaient prévenu le peuple américain que la guerre contre le terrorisme durerait des années, personne n'y avait vraiment cru. En conséquence, Shoemaker a hérité d'une armée à court de munitions, à court de soldats et désespérément en manque de réflexion. Il a lancé un appel à des idées neuves. C'est ce qu'on doit faire nous aujourd'hui. L'une des meilleures est venue de Rodkoff. Il avait pris sa retraite après la chute de Bagdad, et était retourné à Washington. Hein. Il avait été embauché dans une équipe grâce aux leçons apprises, d'accord, par le chef du renseignement de l'armée. Et on avait également le lieutenant-général Keith Alexander, qui montra un groupe avec le Pentagone et qui comprit en fait la pertinence des séances de prière, hein, du dimanche après-midi. Il lui proposa de créer une équipe permanente de penseurs anticonformistes et qui serait chargée de soumettre des stratégies et des plans de l'armée à une analyse critique et indépendante. Hein. L'armée a toujours eu une mentalité d'ingénieur. Les officiers aiment décider le plus rapidement possible de l'état final souhaité avant de pouvoir commencer à réfléchir à la manière d'y parvenir. Le problème, c'est que dans l'environnement dans lequel nous évoluons et dans lequel le monde également évolue très rapidement, on ne peut jamais s'arrêter de réfléchir. D'accord. Il faut mettre en place des boucles de rétroaction. D'accord. Donc il faut être ouvert, hein, et accepter qu'on peut avoir tort, a déclaré Rodkoff. J'aurais expliqué que nous devions créer cet espace pour des discussions réelles et significatives, pour qu'elles aient lieu sur nos stratégies et qu'elles aient un réel impact sur nos plans. Je savais ce qui pouvait en résulter et pourquoi j'étais si évangélique à ce sujet. Je savais que ça permettrait de faire la différence, hein, et nous devions le faire. Comme mes abonnés sur ma chaîne, il est important que les dirigeants sachent que lorsque la méthode Red Team est énoncée, ils ne renoncent aucunement à aucun de leurs pouvoirs. D'accord. Leur pouvoir de réflexion, de prise de décision et de pertinence des propos énoncés par moi-même ou par d'autres. D'accord. C'est ce que dit en substance Rodkoff. D'accord. On ne vous force pas la main. On ne force jamais la main d'un dirigeant. Faites ceci, faites cela, ça serait bien, ceci, cela. D'accord. On peut constater, on se branle les couilles et comment on pourrait améliorer. D'accord. Donc l'équipe rouge, ça permet de se focaliser sur certaines prises de décision et aux dirigeants, puisque l'équipe rouge n'est pas à même de faire ça, de prendre ces décisions.
en se fondant sur une compréhension plus éclairée du problème, d'accord? Ce n'est pas une police d'assurance pour les dirigeants, également, d'accord? À l'ère de la surveillance étroite, on l'avait vu, d'accord? Heu, L'équipe rouge, son but, c'est d'être impliqué directement ou pas dans l'élaboration des plans et des stratégies, d'accord? Le fait de confier un plan à une équipe rouge va à l'encontre premier de cette équipe. Ce n'est pas son but, d'accord? Son but, c'est d'analyser l'élaboration du plan. Ça fait une grosse différence, ou du plan en elle-même, d'accord? Mais elle ne fait pas ce qui est fait en amont, d'accord? C'est en aval, elle va juger de la pertinence ou non, d'accord, du plan qui a été élaboré et d'axes d'amélioration qui pourraient être apportés, d'accord? Donc c'est ça, hein, la planification initiale, ensuite le processus de création de l'équipe rouge. Il faut tout le temps aborder un problème avec un regard neuf, hein. Et puis finalement, comme disait George S. Patton, le red teaming, ce n'est pas une excuse pour l'inaction, d'accord? Donc, Trump, Donald Trump, a déclaré un bon plan exécuté avec violence maintenant vaut mieux qu'un plan parfait la semaine prochaine, hein. Mais un plan non examiné ne sera jamais aussi bon qu'un plan qui a été soumis à un examen indépendant, à une analyse critique. Donc, vous voyez, hein, tous les médias, hein, qui le font passer pour un crétin. Mais c'est un autre problème. D'accord? On est dans la guerre de l'information. Certaines techniques de red teaming nécessitent un investissement de temps important pour être utilisées efficacement. D'accord? Ce n'est plus Donald Trump. C'est la constatation. D'accord? Certaines décisions nécessitent une approche prudente. D'accord? Donc le red teaming, il peut être utilisé rapidement, efficacement dans des conditions de temps extrêmement difficiles. D'accord? Et dans l'armée, le temps, c'est pas de l'argent, c'est la victoire. D'accord? Et la compression du temps, bah, c'est d'autres opérations qui pourront être menées. D'accord? Dans un très court temps. D'accord? Le tempo opérationnel. Je crois qu'on dit ça chez eux. D'accord? Je suis pas militaire. Donc ces outils, et je vous conseille de lire le bouquin. Je vous le mettrai en description par la suite. Ça sera ma dernière vidéo parce que je ne vais pas vous faire tout le bouquin. Comme a dit un grand génie, ingénieur, saltimbanque, on t'a pas attendu pour lire des livres. Et je lui ai dit, ouais, connard, merci de venir me critiquer en DM sur Twitter. Je l'avais bien compris. Heureusement que t'as pas besoin de moi pour commencer à ouvrir des livres et devenir plus intelligent. Hein, si tu as quelques minutes à perdre, fais pas d'équipe rouge, d'accord? Par contre, c'est l'une des règles les plus importantes que l'armée enseigne, hein, aux chefs d'équipe rouge, c'est ne fais pas d'équipe rouge si l'ennemi est dans le périmètre, puisque vous allez lui donner des informations qu'il va pouvoir utiliser contre vous, d'accord? Donc c'est pas une prédiction de l'avenir, on n'est pas des Irma la boule, hein, on n'est pas Nostradamus ou Elisabeth Tessier, d'accord? Le travail en équipe rouge, donc, n'est pas la prédiction de l'avenir. Tu l'as bien compris, hein? Heu et prédire l'avenir, c'est compliqué, hein, je crois. Donc, mais on n'a pas l'entière, t'inquiète pas, hein? Et puis bientôt, on a la police prédictive et tout ça, mes couilles. Pardon, excusez-moi. J'ai resté au fond de la gorge. Envie de le vomir un peu. Donc, le rôle de l'équipe rouge n'est pas de prédire l'avenir, mais de s'assurer de la stratégie et d'une organisation qui tienne toutes les possibilités raisonnables, hein, que l'avenir pourrait offrir. Donc, c'est un point crucial et en plus, c'est un exercice de pensée, c'est-à-dire que les équipes rouges n'ont pas besoin d'avoir raison pour être efficaces. Saltimbanque n'a pas besoin d'avoir raison pour être efficace, d'accord? Et Saltimbanque, en plus, peut se tromper puisque Saltimbanque, c'est un personnage et c'est un exercice de pensée. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, il y en a beaucoup, hein, on vous fait un petit coucou. Donc en fait, hein, pour que le travail en équipe rouge fonctionne, il doit se dérouler dans un environnement où il est acceptable de se tromper, d'accord? Et pas de se faire tromper, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui acceptent de tromper l'autre, mais qui n'acceptent pas de se tromper, hein. On vous fait un petit coucou depuis 5 ans. N'oubliez pas que le rôle de l'équipe rouge n'est pas de proposer un meilleur plan, mais d'améliorer le plan existant avec des applications alternatives. Et ça fait toute la différence, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait dérailler, hein? Et qu'est-ce qui pourrait faire dérailler si j'ai pas anticipé les problèmes? Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler mes plans lors de leur exécution? Sortir des sentiers battus, avoir la liberté de penser, hein, c'est pour ça que la liberté d'opinion et la liberté d'expression également sur les réseaux, ça peut être nécessaire, hein, plutôt que demander à tes services de quoi? De jugler tout ça, d'accord? Et peut-être de censurer. Coucou! Vous savez ce qui se passe en ce moment? Une équipe rouge,
pousse une organisation à réfléchir plus profondément, d'accord? Et à revoir ses stratégies, ses plans pour faire son travail, d'accord? Est-ce que le plan initial était le bon depuis le début? Est-ce que ton plan, c'est de la merde et tu es pas en train de nous pousser vers une troisième guerre mondiale avec une armée dont on ne possède pas encore les prétentions? D'accord? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Le travail en équipe rouge, c'est pas cynique, contrairement à Saltimbanque. Hein, ça fait une grande différence entre être critique et être négatif. On me reproche moi-même d'être sceptique, cynique, misanthrope. Il y a une grande différence entre sceptique et cynique, d'accord? Il y a une grande différence entre être critique et être négatif. Et je te dis, si vraiment t'aimes ton pays, tu le critiques, d'accord? T'es pas un petit trou du cul bien planqué, d'accord? Qui se pose pas trop de questions, qui fait pas de vagues, d'accord? Parce que ça va nuire à ma carrière, d'accord? Et t'attends que les autres portent leurs couilles, parce que toi, tu le fais pas. Tu te reconnaîtras, vous vous reconnaîtrez. Dans les deux cas, les équipes rouges doivent être dans le premier cas, c'est-à-dire critique, pas négatif, et elles doivent toujours se méfier aussi, hein, de ne pas devenir le second, c'est-à-dire être constamment sceptique et pas cynique. D'accord? Et moi, je suis pas cynique, je suis sceptique. Donc, les équipes rouges doivent toujours fournir des commentaires positifs, collégiaux et constructifs. D'accord? Mais elles doivent aussi mettre le doigt dans la merde. D'accord? Remuer la merde et relever les défauts et les lacunes des employés, d'une direction, d'un gouvernement, d'une armée, de quoi que ce soit en fait. Tout ce que tu analyses, tu veux être hacker, commence par analyser les systèmes en place qui toi-même te portent, hein, qui toi-même te font vivre, qui toi-même te donnent la paye à la fin du mois, hein, plutôt que fermer les yeux, d'accord? Avoir des œillères pour guider le canasson bien droit, d'accord? Qu'il aille ni à gauche ni à droite, toujours dans la bonne direction, hein. Est-ce que c'est la bonne direction à la base? Hein, canasson? Je te pose la question. Donc son rôle est de soutenir les deux en aidant l'organisation à réfléchir plus profondément à ses stratégies et à ses plans. Les équipes rouges échouent en agissant comme le bureau de l'inspecteur général ou la division des affaires internes d'un service de police. Ça, c'est les citations du colonel Dame. D'accord? Voilà, je m'arrêterai là. Voilà, je suis l'advocatus diaboli, je suis l'avocat du diable, je suis un pseudo rétimeur, je suis le gars chiant, je suis le gars emmerdant, je suis le gars qui vous amène à vous poser des questions, je suis le gars qui parle de choses qu'on n'aime pas entendre, je suis l'emmerdeur. Et je l'ai toujours été dans ma vie et je continuerai à le faire parce que pour moi, encore une fois, c'est ce qui permet l'émulation. D'accord? Voilà. Des gens croient que je suis un cybercriminel, je te montre juste hein, ce qu'un autodidacte pourrait faire s'il était un cybercriminel. Et c'est, je pense, un haut niveau que la plupart des cybercriminels que tu as l'occasion de côtoyer. D'accord? Est-ce que je le suis moi? Non, aucunement. Certains ont voulu me mettre en prison. Ok, ça fait 2 ans que j'entends ça. On m'a nié, on m'a ostracisé, on m'a invisibilisé, on a censuré ma chaîne YouTube. D'accord? On me prend pour un con. J'ai récupéré des informations sur tous les gens qui ont cherché à me nuire. Hein, on a vos numéros de téléphone, on sait qui vous êtes, même certains heu, dans des unités très spécialisées, d'accord? Voilà, hein. Moi, j'étais dans mon coin, je parlais de mon côté. Vous avez voulu venir, vous avez essayé de ternir mon image, vous avez essayé de me diffamer. Certains m'ont menacé de mort. Vous avez fait que me renforcer dans mes propres convictions que certains sont des gros crétins et la pensée, c'est clairement pas pour eux. Je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Les bons, bienvenue sur ma chaîne. Les autres, bah, vous savez qui vous êtes, hein, et moi je le sais aussi. Et bah voilà, t'inquiète pas, la terre tourne et seules les montagnes ne se rencontrent pas.